Si se quieren sentar, por favor. Si se quieren sentar, vamos a empezar, por favor. Si se quieren sentar. Hola, buenos días. Vamos a comenzar ya para que, a pesar de que el tema de esta mesa redonda, la Unión Europea y todas las revueltas en la primavera árabe, es fascinante, dada la hora, que no queremos que el público se nos vaya por hambre. Así que vamos a comenzar. El señor Arístegui se unirá a nosotros en unos momentos, pero quería ya comenzar a presentarles a nuestros ponentes de hoy. Hay una representación, como venimos haciendo, perdón, quería saludar también y dar las gracias al señor Bernardino León, que viene directamente de Presidencia, por estar con nosotros acompañándonos. Saben que hubo un cambio de última hora, el señor Moratinos no podía estar con nosotros ahora. Y también quería anunciarles que, dadas las cantidades de preguntas que han llegado y de solicitudes que han llegado para hablar con el representante de los hermanos musulmanes, después de la sesión, él se va a quedar aquí para que aquellos que quieran puedan dirigirse personalmente a hacerle las preguntas oportunas. Vamos a tratar también de mantener los tiempos. Le voy a pedir a nuestros participantes que intervengan entre 7 y 10 minutos máximo, para así poder después dar paso a las preguntas. Y como ha sido habitual en todo el encuentro, saben que tienen a su disposición hojas para pasarnos las preguntas por escrito. Bueno, comenzamos ya. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos por orden alfabético al señor Gustavo de Arístegui, que es diplomático español y diplomado en Ciencias Jurídicas, europarlamentario, ha sido parlamentario del Partido Popular, es un experto en temas internacionales y es también un experto en todo el Magreb. El señor, me voy a saltar uno por orden, perdón, el señor Bourgat, François Bourgat, es director del Instituto Francés de Oriente Medio en Siria, ha sido investigación del Instituto de Investigaciones y Estudios sobre el Mundo Árabe y Musulmán y director de investigación de otros numerosos centros ligados con la materia. El señor Driss Cruz es director actualmente de la Biblioteca Nacional del Reino de Marruecos.
profesor de Ciencias Económicas en la Facultad de Derecho en la Universidad Mohamed V de Rabat y miembro del Consejo de Administración del Instituto Real de la Cultura Amazigh, entre otras muchas cosas. Si me permiten, no nos vamos a extender en los currículos de los participantes. Llegaré a los otros dos. El señor Pascal Bonifaz es director del Instituto de Investigaciones Científicas de París. También es un experto en relaciones internacionales, en las relaciones de Francia con el resto del mundo, entre las relaciones de fuerza entre las diferentes potencias y dirige la revista internacional estratégica. El señor Andreu Claret ha sido durante muchos años director del IEMED, una de las instituciones españolas más centrados en este tema, como bien saben todos ustedes, y ahora mismo es director de la Fundación Anna Lindh para el diálogo entre culturas. Es periodista, además, de larga trayectoria y un gran conocedor de este mundo. Y por último, el señor Bernardino León, que nos acompaña, es diplomático español, ha estado en las representaciones españolas en Liberia, Argelia y Grecia, entre otras, también en la representación permanente de la Unión Europea y ahora mismo, como decíamos, está en Moncloa y ha aportado una enorme visión internacional a nuestra política exterior. Empezamos, por favor, por el señor Burgat. Adelante. Merci beaucoup. Merci aux institutions, à l'ambassade de France, à la Casa Árabe et aux individus, aux autres institutions et aux individus qui nous donnent la possibilité de cette rencontre en forme de mission impossible, 7 minutes, mais peut-être 10, m'a-t-on dit, pour convaincre, peut-être parfois à contre-courant. En 2006, je pense, pour le Parlement européen, j'avais essayé d'enfermer l'expérience que j'avais de cette région du monde où je vis depuis 23 ans maintenant, sur le terrain des attentes arabes à l'égard de l'Union européenne, dans une double phrase que je voulais claire et donc un petit peu provocante. J'avais dit le problème de l'Union européenne dans le monde arabe, c'est qu'elle est perçue par des pans entiers de l'opinion publique comme étant de l'Union européenne ou de ses partenaires comme le meilleur ami des deux pires ennemis des populations dans cette région du monde. Le premier ennemi dont nous sommes souvent censés être trop proches, c'était bien sûr l'État hébreu dans ce que ses politiques ont d'inacceptable au regard des règlements internationaux. On ne va pas en parler, ce n'est pas le sujet, mais il faut bien savoir et redire que rien de sérieux ne se fera dans les relations entre l'Union européenne ou de façon bilatérale avec le monde arabe si l'abcès du dysfonctionnement de la régulation institutionnelle du conflit israélo-arabe n'est pas réglé. Et on tourne la page. L'autre ennemi, bien sûr, dont nous étions supposés être trop proches, accusés d'être trop proches, c'était des régimes illégitimes que nous avons envers et contre tout depuis 23 ans pour certains, 30 pour d'autres, soutenus. Il y a 15 jours de cela, dans une configuration à peu près identique, j'ai écouté avec délice le ministre français des Affaires étrangères faire une sorte d'autocritique à l'Institut du monde arabe et reconnaître que, oui, nous nous étions bien laissés intoxiquer par la rhétorique des régimes autoritaires qui avaient cultivé les ressources de l'épouvantail islamiste pour nous interdire de voir le caractère profane et universel des revendications qui montaient des sociétés de cette région du monde et que nous devions remettre nos pendules à l'heure dans ce domaine. Et le ministre a été plus loin, il a dit « J'ai dorénavant donné pour consigne à nos ambassadeurs d'élargir le cercle de nos interlocuteurs politiques et je leur ai demandé que nous soyons capables de discuter avec les mouvements islamiques, a-t-il dit, pas islamistes. Il paraît qu'il y a eu un débat terminologique, on a considéré qu'islamique était moins méchant qu'islamiste. » C'est un petit peu la porte d'entrée de mon intervention. Pendant 30 ans, nous avons pris au pied de la lettre une lecture émotionnelle, unilatérale, souvent irrationnelle, de la fracture qui, c'est vrai, traverse les sociétés du Maghreb. Nous n'avons laissé, et du monde arabe, et nous n'avons laissé s'exprimer qu'un compartiment de ces sociétés. Nous nous sommes interdits de penser l'idée qu'il pouvait y avoir d'autres historicités,
d'autres imaginaires politiques qui pouvaient, le cas échéant, produire de l'universel politique. Nous sommes tombés, me semble-t-il, dans un piège méthodologique qui nous a conduit à une erreur politique. Et pourquoi j'ai un petit peu d'émotion en parlant? Parce que je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup progressé aujourd'hui pour sortir de ce piège méthodologique et de cette impasse politique. Si nous restons dans une perception unilatérale, émotionnelle, partisane du clivage qui traverse les sociétés arabes, et que nous n'entendons qu'un registre des voix, nous risquons... Moi, ce que j'ai entendu une partie de la matinée, je suis désolé de le dire comme ça, je l'ai entendu il y a 20 ans, dans les mêmes termes. On n'a pas bougé d'un centimètre. On reste toujours dans une perception extrêmement émotionnelle qui exclut... Bon, heureusement, Madame Lamis, à la fin, m'a redonné espoir en disant « Attention, il y a un danger ». C'est la posture éradicatrice dans laquelle nous communions avec nos interlocuteurs extérieurs à partir du moment où on leur dit dans la langue qu'ils sont capables de comprendre ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est-à-dire un discours de criminalisation extrêmement réducteur de tout ce qui n'entre pas dans le cadre de ce qui nous est familier. Bon, qu'est-ce que nous a coûté cette erreur? Elle a eu des conséquences multiples. Les politiques européennes se sont dévoyées parce qu'elles étaient mises en œuvre par des interlocuteurs étatiques illégitimes. Donc on peut donner de l'argent à un tyran, le vrai destinataire qui est la population va sentir que nous soutenons le tyran plutôt que de le soutenir lui. Nous avons été incapables d'identifier des partenaires non étatiques crédibles. Pourquoi? Parce que les États faisaient en sorte que ce qu'on croyait être des ONG étaient en fait des VOG, des vraies organisations gouvernementales, et que quand nous croyions discuter avec des interlocuteurs, qu'ils soient associatifs ou religieux d'ailleurs, vous pouvez rencontrer le grand moufti d'Alger ou du Maroc, vous rencontrez le leader politique. Nous n'avions pas d'autonomie par rapport aux interlocuteurs étatiques. Et troisièmement, et je reviens au thème principal de mes remarques, nous avons une vision tellement restrictive des sociétés civiles qu'elles s'arrêtent en quelque sorte là où commence ce monde anxiogène où les dames ont l'impertinence de porter ce symbole d'une soumission que nous ne saurions accepter. Et là, tout va mal, parce que nous nous coupons, si légitimes soient les militantes de l'autre côté, si respectables soit leur combat, si intelligents soient-ils, souvent, lorsqu'elles disent notamment qu'il faut tenir compte du fait que le référentiel religieux ne peut pas être nié, ne peut pas être discrédité en tant que tel. Mais si nous nous coupons de tout le reste de la société, nous avons un problème aigu de communication. Qu'est-ce que ça nous coûtait encore? Eh bien, l'impact de l'autoritarisme, c'était les flux migratoires. Le mal-développement est en partie responsable d'une certaine dimension des flux migratoires. Je disais l'autre jour à l'Institut du monde arabe, c'était anecdotique, que j'avais reçu un mail d'un ami tunisien installé en France. Il m'a dit « Je rentre définitivement en Tunisie ». Il est évident que des systèmes politiques plus crédibles, plus respectables, peuvent affecter la direction des flux migratoires à partir du moment où les pays deviennent plus accessibles. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans le trompe-l'œil? Il me reste combien de minutes? 5. Qu'est-ce qu'il y a eu qui, me semble-t-il, a été perçu de façon simplificatrice dans ce formidable mouvement que nous vivons tous avec passion, hein, et qui a touché absolument tous les États, quel que soit l'état d'avancement des printemps arabes, le pire de l'absolutisme est dépassé. Quels que soient les progrès constants ou la résistance de la répression, les gens parlent, y compris dans le pays d'où je viens. Ils sont sur Facebook, ils osent dire des choses qu'ils n'osaient pas dire avant, ils ont pris leur autonomie par rapport au discours. Eh bien, qu'est-ce qui me semble être un angle mort? C'est cette hypertrophie, on va faire simple, de la classe Twitter. Attention, la classe Twitter, d'abord, n'est pas homogène idéologiquement. J'ai entendu dire hier, les blogueurs, ils sont tous anti ou pro. Non.
Les blogueurs, et d'ailleurs à l'Institut du monde arabe, il y avait un jeune blogueur tout bien sympathique qui était de la jeune garde des frères musulmans. Donc les blogueurs, la Twitter Generation n'est pas homologue, il n'y a pas une appropriation idéologique des technologies. Ça, c'est une vieille erreur. Ça fait 10 ans qu'on nous explique qu'Al-Qaïda, ça fonctionne grâce à Internet. Je ne vois pas pourquoi, du jour au lendemain, Internet ne serait plus au service que d'une catégorie idéologique de la société. Donc ça, c'est un effet de miroir. Deuxièmement, il n'y a pas une remise à zéro des pendules politiques dans le monde arabe avec la disparition des formations traditionnelles. C'est faux. Et si complexe que soit l'exégèse du référendum qui a eu lieu en Égypte, qui est quand même le premier sondage grandeur nature post-révolution, on peut quand même prendre acte du fait que cette nouvelle génération d'opposants n'a pas réussi à mobiliser plus de 22% de la population. Je sais, il y a des raisons, ça a été trop vite, tout ce qu'on veut, mais on voit bien quand même les proportions revenir. On doit donc avoir bien conscience du côté européen que le vieux problème du malentendu méthodologique et politique avec les forces qui ont structuré le champ politique arabe au cours des 20 dernières années va demeurer. En clair, nous devons être capables d'avoir une attitude politique rationnelle à l'égard de ceux qu'on va appeler post-islamistes ou pré-islamistes ou islamistes. Olivier Roy n'est pas là, mais j'aurais aimé quand même lui rappeler une phrase qu'il a écrite noir sur blanc. Plus jamais dans cette région du monde, personne ne votera pour ce courant politique qui n'était pas là à l'heure de la victoire. Désolé, c'est complètement à côté de la plaque, factuellement d'abord. Pour la participation, c'est toute la société qui a participé et au niveau de la prospective élémentaire. Donc je pense que nous allons rester plus que jamais, nous, Européens, en face d'un même défi qui est de faire le tri entre... quelle est l'erreur méthodologique qui a conduit à l'erreur politique? C'est de croire que la dynamique de modernisation politique ou de libéralisation sociale ne pouvait s'exprimer qu'à travers le référentiel de la culture occidentale. Et que la dynamique de réislamisation était antinomique avec la dynamique de modernisation. C'est totalement erroné. Ces deux dynamiques se chevauchent, se superposent, s'instrumentalisent réciproquement. Si on ne comprend pas ça, on va à nouveau, je le crains, et parfois j'ai eu l'impression qu'on était parti dans cette direction aujourd'hui, on va à nouveau la tête dans le mur par incapacité d'identifier des interlocuteurs crédibles, ancrés dans le tissu des sociétés, chez nos partenaires de la rive sud de la Méditerranée. Il faut terminer sur une note consensuelle. En 30 secondes, quels sont les modes d'action qu'on évoque très peu souvent et à laquelle l'Europe pourrait accorder son importance? Eh bien, je vais plaider pour ma paroisse, pour l'Institut français du Proche-Orient, pour l'enseignement de l'arabe comme instrument essentiel qui permet de construire des élites européennes qui n'ont pas ce petit gap entre les imaginaires politiques qui peut se produire lorsqu'il y a un tel caractère unilatéral dans la connaissance de l'autre. Donc un levier d'action relativement facile, peu coûteux et qui peut rapporter gros, serait d'accorder plus d'importance dans nos politiques culturelles, non pas seulement à l'enseignement de nos langues au sud de la Méditerranée, mais à accepter l'idée que nous avons beaucoup, beaucoup à apprendre et à gagner en apprenant, nous aussi, la langue de l'autre. Muchas gracias por atenerse al tiempo. Me gustaría después en el debate que profundizáramos un poco si este error político que se ha cometido a lo largo de los últimos 20, 30 años, basado en una falta de entendimiento de nuestros socios al otro lado del Mediterráneo, tiene vías de estar en proceso de ser arreglado con los pasos que está tomando ahora la Unión Europea. Pero para seguir profundizando en los temas de entendimiento cultural, de malos entendidos que han venido ocurriendo a lo largo de todos estos años, Andreu Claret va a hablarnos un poco de ello. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero que quiero decir, teniendo en cuenta que llevo ya unos años en este negocio euro-mediterráneo, y que ahora vivo en Alejandría, en Egipto, un poco lejos de aquí,
es que estoy muy agradablemente sorprendido por la cantidad de gente que hay en este acto. Ayer había más de 600 personas, hoy 200, 300. Supongo que eso tiene que ver con el buen trabajo de la Casa Árabe, de la Embajada Francesa, pero con algo más. Yo creo que tenemos que agradecer a los tunecinos y a los egipcios, porque si hoy aquí hay este debate con esta vivacidad y con ese interés, es por lo que ha ocurrido en el sur. Y son ellos los que nos están sacando del sopor en el que estábamos metidos en los últimos años, de un debate viciado, de una especie de pesadilla intelectual que recorrió gran parte de nuestros países después del 11 de septiembre, por razones que no tengo tiempo ahora de entrar en ellas, pero me parece significativo el ambiente que hay hoy aquí, el debate franco que hay entre gente de posiciones diversas, que todos coinciden evidentemente en valorar positivamente los avances democráticos que hay. Y empezaré mi intervención por una referencia que ha hecho el secretario de Estado esta mañana a la miopía europea, ¿no? Y tenemos que ver las causas de esta miopía. Hace unos días le preguntaban a al-Aswani, el conocido escritor egipcio, le preguntaban en el Cairo qué tendría que hacer Europa, un poco el tema de esta mesa redonda, ¿no?, frente a lo que está ocurriendo en su país. Y al-Aswani, que las gasta como las gasta, dijo: lo primero que tendrían que hacer los europeos y los occidentales que se dedican al tema del mundo árabe, el islam, es renunciar todos a sus cargos y a sus responsabilidades, porque no han sido capaces de ver lo que se estaba cociendo en un país como el nuestro. Evidentemente esto es en parte injusto, porque creo que hay gente que había hecho un buen trabajo, pero tiene una parte de verdad. Es decir, no hemos sido capaces entre todos de mirar en un sentido crítico e inteligible hacia la sociedad civil. Yo mismo, que como les decía, llevo años en eso, llevo ahora 2 años y medio en Egipto, en Alejandría, y hasta que llegué a Alejandría no me di cuenta que algo estaba cambiando en un sentido que no era el que yo tenía en la cabeza cuando trabajaba aquí en el IEMET. En el 2009 descubrí que había habido 230 huelgas en Egipto. En el 2010, cuando murió asesinado Khaled Said, vi que se producía un movimiento que no tenía nada que ver con lo que nosotros teníamos en nuestro estereotipo, de que la situación estaba entre las autocracias y la alternativa islamista o islámica, como se quiera, ¿no? Que era la sociedad, que eran los jóvenes, que era la gente la que se estaba movilizando. Y me parece que esa reflexión la hicimos además en la Fundación Annalín, porque tuvimos la oportunidad de desarrollar una encuesta en 13 países del espacio euromediterráneo, entre ellos muchos países del sur, con 13.000 personas, y ahí descubrimos una cosa que es fundamental, que es que lo que nos separa no son los valores, lo que nos separa son las percepciones que unos tenemos de los otros, y que lo que existe no es el famoso clash de civilizaciones, sino que lo que existía es un tremendo clash de ignorancia mutua entre el norte y el sur del Mediterráneo. Y a mí me parece que una de las consecuencias, no la menor, muy positiva de lo que está ocurriendo, es que eso puede de verdad abrir ahora un cambio en las percepciones entre el norte y el sur del Mediterráneo. Puede abrir las sociedades del sur a lo que es la democracia en los países europeos, y espero que abra también en las sociedades europeas a una visión distinta de lo que está ocurriendo en el sur. Y la conclusión de esa primera, digamos, reflexión es que también ahora, para el futuro, hay que seguir mirando mucho más a la sociedad civil. No miremos solo lo que está ocurriendo. Está bien el debate que hemos tenido esta mañana sobre el ejército en Egipto, los hermanos musulmanes, lo que llamábamos en España en su tiempo los poderes fácticos. Pero miremos a la sociedad civil, a las transformaciones que están ocurriendo en la sociedad civil, porque esas son las que nos permitirán acertar en el tipo de acciones que hay que llevar a cabo y que Europa tiene que llevar a cabo para ayudar a esos países en el futuro. ¿Qué tiene que hacer Europa? Yo lo diré en 4 puntos muy telegráficos. El primero, lógicamente, apoyar esos procesos abiertos para garantizar la consolidación de la democracia en Egipto, en Túnez y en los países
en los países que siguen. En algunos casos son revoluciones, en algunos casos son procesos de reformas, como en Marruecos, en otros casos son procesos más conflictivos, pero yo creo que España y Europa tiene que meterse en esa dirección. Y yo he pensado muchas veces cuando estaba en Alejandría durante los famosos 18 días, pensé mucho en la transición española. Es verdad que son contextos muy diferentes, pero no tanto, porque si vemos cuáles eran los desafíos de España en el año 77 y cuáles son los desafíos de esos países hoy, en grados distintos, son la economía y la creación de empleo, son la institucionalización de un régimen democrático con una falta de experiencia importante, y son la consolidación de una sociedad civil que haga de contrapeso al sistema político que se ponga. Y me parece que, evidentemente, en una lógica distinta, me parece que esos son también los desafíos que tiene un país como Egipto. Y creo que Europa, tanto en su política bilateral como en su política multilateral, debe ayudar en esos tres planos. Evidentemente, la economía es esencial. Evidentemente, ayudar ahora a los procesos electorales es también muy importante, y consolidar la sociedad civil también, ¿no? Y debe hacerlo, yo diría que Europa debe de introducir ahora lo que yo llamaría una condicionalidad positiva. En el proceso de Barcelona y el Euromed ya había una cierta condicionalidad, pero era negativa. No ayudaremos a aquellos que se quedan rezagados. Yo creo que hay que transformar eso ahora en una acción positiva, y hay que aumentar la geometría variable de todo el dispositivo que tiene la Unión Europea, y hay que ayudar de una manera decidida con los útiles que ya tenemos, pero a una dimensión que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho últimamente, los países que den un paso hacia la democracia. La segunda idea es que, aun siendo muy importante esto, siendo muy importante los fondos, las ayudas, ¿no?, la creación de un banco, me parece que no es suficiente. Y aquí también conviene recordar la transición española. ¿Por qué la transición española fue un éxito, incluso es vista ahora como un modelo? Entre otras cosas porque los españoles, para superar las dificultades de la transición, que eran enormes, porque ahora hay que recordar lo que era el paro el año 77, lo que eran las dificultades de rehacer el sector industrial, en fin, etcétera, etcétera, teníamos una perspectiva, que era la perspectiva europea. Y sin esa perspectiva europea, la transición española no hubiera sido lo que fue. Los países del sur no tienen una perspectiva europea, pero necesitan una perspectiva. Solos no van a resolver los problemas. Egipto no va a poder resolver solo los problemas ingentes que tiene, económicos, sociales. Y necesita una perspectiva. ¿Cuál es esta perspectiva? Esta perspectiva no hay otra que un tipo de asociación, de unión, llámese como se quiera, con Europa, que es el continente próximo a esos países. Y, por lo tanto, a mí me parece que hoy es más importante que nunca que la Unión Europea, a través de lo que llamamos el partenariado, la Unión por el Mediterráneo, se llame como se quiera, ofrezca a estos países una perspectiva de largo alcance, de tal manera que, para afrontar las dificultades que necesariamente tendrán que atravesar, sepan que una vez superadas esas dificultades hay un horizonte, y ese horizonte es engancharse de algún modo al tren europeo. Y terminaré por dos cuestiones. Una, la sociedad civil. Me parece esencial. Y yo quiero hacer un llamamiento, por así decirlo, a la sociedad civil española, que está aquí muy representada, para que se involucre más en el trabajo con la sociedad civil egipcia. España tiene una buena tradición con Marruecos, con algunos países del Magreb, pero la sociedad civil española está muy poco presente en Egipto. Y a mí me parece que es fundamental. Que en Egipto hay un potencial enorme en estos momentos, hay un gran interés, hay un gran cariño, déjenmelo decir así, por España, y por lo tanto hay unas enormes posibilidades, se abren hoy unas enormes posibilidades de trabajo con la sociedad civil egipcia. La Fundación El-Ain, evidentemente, se va a involucrar en eso, pero me parece que todo el mundo tiene que involucrarse, las universidades, los poderes locales, las ONGs, tienen que trabajar con los egipcios. Y termino con un concepto que hay en el título de nuestra conferencia, donde se habla de nuevo, si no recuerdo mal, nuevo orden mediterráneo o algo así, ¿no? No tenemos todavía un nuevo orden mediterráneo.
no hay que tampoco ser tan optimistas. Yo creo que se abren las posibilidades ahora de construir un nuevo orden mediterráneo. Pues no lo tenemos en absoluto. ¿Y cuál es el principal desafío para eso? Para mí el principal desafío es evitar la divergencia que yo veo entre lo que pasa en el sur y lo que pasa en el norte. Yo veo actualmente una divergencia. Veo un sur que se abre, veo un sur que se interroga sobre su futuro, un sur dinámico, un sur joven, un sur donde la gente incluso se ríe, si me permiten la expresión, ¿eh? Y veo un norte, veo una Europa en la que ahora no vivo y voy cada 2 por 3, una Europa que está enzarzada en sus problemas, sus líos, sus tendencias populistas, su reacción negativa respecto a su propia diversidad. Y me parece que eso constituye una divergencia. Es decir, lo que acaba de pasar en Holanda, en Finlandia, o algunos debates en Alemania, o lo que pasa incluso en Francia, por hablar de un país más cercano, pues está en divergencia con lo que está pasando en el sur. Y si no conseguimos transformar esa divergencia en una convergencia, yo creo que no encontraremos una solución a los desafíos que están planteados. Muchas gracias. Muchas gracias. Andreu Claret ha hecho referencia a algunos principios como la condicionalidad y algunas herramientas que ya tenía la Unión Europea y que no han funcionado todo lo bien que hubiéramos querido hasta que han empezado las revueltas. El señor Driscoll nos va a contar cómo se ven esas herramientas que sí está poniendo en marcha la Unión Europea desde Marruecos y como país receptor y como parte implicada en todo este proceso. Merci Madame, Monsieur l'Ambassadeur, Messieurs les Ambassadeurs, je voudrais remercier Bruno Dolé et bien entendu Casa Arabia et Ahmed Freid pour m'avoir invité, me permettre de parler et de participer à cette rencontre que je trouve de haut niveau parce qu'elle est sans tabou, elle pose les problèmes de façon sereine, nous nous écoutons. Et tant mieux que nous ne soyons pas d'accord sur tout. Je n'ai pas la prétention de connaître ce qu'on appelle le monde arabe. Je connais les pays arabes, je ne connais pas le monde arabe. Je connais le Maroc. Et c'est en partant du Maroc que je vais exprimer quelques points de vue sur l'articulation entre ce qui se passe aujourd'hui dans le sud de la Méditerranée et le cadre dans lequel nous travaillons. Si vous le permettez, plutôt que de l'Union européenne, je parlerai du partenariat euro-méditerranéen pour montrer que nous sommes des deux côtés de la rive, des rives, nous sommes partenaires et qu'il n'y a pas que l'Union européenne qui est impliquée parce que ce face-à-face me paraît souvent personnellement très restrictif. 2 peut-être idées pour commencer avant d'exprimer mon point de vue sur le sujet proprement dit. D'abord, s'agit-il de révolution arabe? Est-ce que chasser un dictateur est une révolution? Alors, si vous le permettez, je pose une question, point d'interrogation. Je considère que les combats d'un certain nombre de pays arabes pour chasser des dictateurs est un pas remarquable dans les avancées des sociétés vers leur propre choix. Peut-il constituer une révolution, c'est-à-dire une mise à plat de l'ancien système et le remplacement de l'ancien système par un nouveau? Je n'en sais rien. L'avenir le montrera. Et jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas des prophètes ici, nous essayons de faire de l'analyse. 2e point. Ces révoltes ont éclaté parce qu'il y avait des verrous. Et qu'en guise de stabilité, ça a été dit hier, en guise de stabilité, il y a eu un blocage de société. Ce blocage est très ancien dans les pays arabes. Au Maroc, ce blocage, il est très ancien. Nous allons fêter, chacun à sa façon, en 2012, un siècle après l'arrivée de l'IOT au Maroc, 1912-2012. Et que si nous voulons comprendre, et je ne vais pas le faire aujourd'hui, nous n'avons pas le temps, le Maroc de 2012, il faudrait remonter au Maroc du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. 1492, l'édit de 1607, les Morisques, les Andalous, les Juifs, les musulmans, l'Inquisition. Et c'est en revisitant l'histoire, notre histoire commune, que nous pourrons peut-être aujourd'hui comprendre ce que nous allons faire. Deuxième et troisième petite idée dans mon introduction, le partenariat euro-méditerranéen qui existe depuis 95, novembre 95, avec bien entendu un certain nombre d'éléments
de peut-être affinement, la politique européenne de voisinage, le statut avancé depuis octobre 2008 pour le Maroc. Ce partenariat n'a pas donné ce qu'on en attendait, il n'a pas donné ce qu'il pouvait donner, il a créé énormément d'instruments et il a eu des résultats tangibles. Je fais partie de ceux qui défendent le partenariat euro-méditerranéen en mettant l'accent sur ses insuffisances, sur ses limites, pour qu'on aille plus loin. Mais dire qu'il n'a rien donné et qu'il faut faire table rase pour le remplacer par autre chose, je n'en sais rien. Et en disant cela, je dis que l'Union de la Méditerranée, l'Union méditerranéenne devenue le 13 juillet 2008, l'Union pour la Méditerranée, est un projet prometteur. Que le fait qu'il soit coincé aujourd'hui ne m'autorise pas personnellement à l'enterrer. Parce qu'il porte deux rêves. Une société qui ne rêve pas est une société morte. Un, une union. C'est très fort. Deux, la Méditerranée. Et c'est pour cela que toute mon analyse s'articule non pas autour du monde arabe et du monde européen, du monde occidental et du monde musulman, mais autour de la Méditerranée, particulièrement en donnant des exemples sur le Maroc que je connais le plus. Que peut faire l'Union européenne avec le Maroc et particulièrement le Sud, mais particulièrement le Maroc, dans le cadre de ce projet euro-méditerranéen? 6 petits points, madame, si vous le permettez, rapidement. La première, comment peut-on, en tant qu'Européens, mais aussi en tant que Maghrébins, considérer qu'il est temps que les valeurs accompagnent les intérêts? Le problème de la mondialisation et le problème de la relation de l'Europe avec le sud de la Méditerranée, c'est que souvent, effectivement, les intérêts commerciaux, les intérêts sécuritaires, les intérêts conjoncturels, les intérêts immédiats ont primé sur les valeurs à long terme. Ma proposition, c'est de considérer que sans les valeurs, nous n'avons pas le droit de privilégier les intérêts. Comment peut-on concilier les deux? Chaque fois qu'il y a les intérêts, il faut qu'on implique les valeurs. Conditionnalité, réciprocité, développement de la société civile, mais en considérant que l'Union européenne n'a pas le droit de considérer que dans tous les pays du Sud, tout le monde est beau et tout le monde est magnifique et qu'ils sont tous nos amis. Moi, je ne veux pas travailler avec les xénophobes et les extrémistes du Nord. Je rêve et j'ai le droit de considérer que l'Europe démocratique n'a pas le droit de travailler dans le Sud avec ceux qui dénient et qui refusent à la démocratie d'être notre référence. Quand je pose la question de valeur-intérêt, est-ce que nous avons des références communes? Oui, nous avons des références communes. Quelles sont-elles? Les valeurs universelles de la démocratie. Elles ne sont pas espagnoles, elles ne sont pas marocaines. Elles sont venues des Grecs. Elles ont transité par Maïmonide, un juif, bon Dieu marocain, andalou, c'est mort par Averroès et par d'autres. Et donc ces valeurs, elles nous appartiennent. Ce sont nos référents. La démocratie ne vous appartient pas, elle ne nous appartient pas, c'est notre fonds de commerce commun. Ça, c'est le premier point. Et donc, tout le reste, tous nos projets de société devraient tourner autour de cela. S'il y a programme avec un parti politique, avec un État, avec une ONG, avec des universités, elle doit privilégier d'abord et avant tout les valeurs communes que nous voulons construire. L'Europe a mis 3 siècles, nous pourrons peut-être mettre moins. Parce que nos sociétés, si elles commencent à se débloquer, peuvent aller beaucoup plus vite et plus loin grâce à cette exigence essentielle en laquelle je crois, c'est que le Maroc ne peut pas travailler avec l'Iran, ne peut pas travailler avec l'Arabie Saoudite, ne peut pas travailler avec la Russie. Le seul partenaire pour le Maroc, c'est l'Espagne, c'est la France, c'est l'Europe. C'est un choix, c'est le mien. Je suis engagé dans un parti politique, je fais partie des défenseurs de la Mazir, je suis responsable marocain et j'encourage ce qui se passe au Maroc. Deuxième idée. Le Maroc s'est engagé dans un mouvement depuis 1998. Ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie et en Égypte a été au Maroc totalement approprié par la société. Nous avons au Maroc plus de 37 000 associations crédibles. Nous avons au Maroc au moins 7 partis politiques crédibles. Nous avons au Maroc des mouvements qui sont descendus dans la rue le 20 février. Le discours du roi du 9 mars est remarquable par ses propositions. Et on peut en parler dans la discussion. Et le 20 mars, le mouvement est enclenché. Le Maroc est dans un débat de fond. Il y a des problèmes. Il y a la corruption. Il y a l'économie de rente. Mais il y a une liberté essentielle au Maroc. Moi qui vous parle, je suis
du membre de la Mazir. La Mazir s'enseigne au Maroc depuis 2004 avec Tifinagh. Moi, je dis je suis marocain, je ne suis pas arabe, moi. Je suis marocain. Quand on parle du monde arabe, c'est bien. Moi, je ne suis pas un arabe. Mais je suis lié au destin des Arabes parce que les Marocains sont tous arabes et amazirs, arabes et berbères. Et donc, en tant que Marocains, nous défendons le Maroc. Mais bien entendu, nous faisons partie du monde arabe. Et tant mieux, tant mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire appartenir au monde arabe? Qu'est-ce que ça veut dire? Parler la même langue, ce n'est pas suffisant. Avoir la même religion, ce n'est pas suffisant. Il faut donc qu'il y ait un projet politique et sociétal, lequel il faudra encore une fois que les politiques en débattent. Deuxième élément, très important pour moi. Il est grand temps aujourd'hui que nous prenions conscience que l'islam est pluriel. L'islam est pluriel. Que l'islam pose problème dans sa perception. Il y a effectivement une ignorance de l'islam dans le nord. Il y a une ignorance de l'islam dans le sud. Et que l'islam n'est pas contraire à la modernité. Et qu'il est grand temps pour nous d'investir l'islam et de ne pas laisser l'islam entre les mains des intégristes. L'islam nous appartient tous, à condition de considérer qu'il n'y a pas de pratique de l'islam sans la liberté. Et si l'islam a été bloqué parce qu'instrumentalisé depuis des siècles, je répète ce que j'ai dit, l'islam est bloqué en tant que fait religieux parce qu'instrumentalisé. L'islam n'est pas rebelle à la réforme. Si l'islam a libéré l'esclavage, si l'islam a donné à la femme qui n'héritait pas le droit d'hériter, rien n'interdit dans l'islam aujourd'hui que la femme hérite la même chose que l'homme. Rien. Pourquoi je laisserais moi, aux seuls intégristes, aux seuls fuqaha de l'extrémisme, le droit d'interpréter l'islam? Nous avons, en tant que démocrates, le droit d'interpréter l'islam. Si on me dit « vous devez obéissance à Dieu, au prophète et à ceux qui sont au pouvoir. » Moi je dis, qu'est-ce qui est au pouvoir? Ce n'est pas la dictature qui doit être au pouvoir, c'est les démocrates. La société doit obéissance à la démocratie et non pas à la théocratie. Donc le droit d'interpréter, d'investir pour que l'islam s'adapte à la modernité. L'islam n'est pas rebelle à la modernité. Si certains musulmans le sont, c'est leur problème. Et donc nous, dans le Sud, nous avons aussi le droit de provoquer le débat. Troisième point, rapidement, le développement économique. Il n'y a pas de partenariat de démocratie si la pauvreté, si le mépris, si la corruption. L'Union européenne doit s'engager dans le cadre du partenariat à développer aussi les pays du Sud. Parce que c'est un danger pour vous, c'est un danger pour nous. L'Union européenne n'a pas le droit de considérer que l'Est est plus important que les PECO. Les pays de l'Europe centrale et orientale sont plus importants que le Maroc, que l'Algérie, que la Tunisie et que la Turquie. Le Sud est vivable pour vous. Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous. Les valeurs s'articulent avec les intérêts. La justice, la solidarité, nous ne vous demandons pas de la charité, nous demandons du partenariat. Si nos économies se sont développées, façonnées en fonction de vos besoins, vous devez assumer que nous ayons, nous, orienté nos économies en fonction de vos besoins. Et donc, vous n'avez pas le droit aujourd'hui de considérer que la balance commerciale fait la loi. Ce qui devrait faire la balance commerciale, c'est la justice, c'est la solidarité. Et avant-dernier point, il ne peut pas y avoir de printemps arabe avec l'Union européenne si la question palestinienne n'est pas posée dans le contexte des accords de 1967. Tout le monde doit s'investir. Ça vous regarde, ça nous regarde. Tant que ce problème n'est pas abordé de façon sereine et ne pas considérer que seuls les États-Unis d'Amérique ou Netanyahou peuvent le faire, ou Hamas, au fait, c'est notre problème parce qu'il empoisonne notre environnement. Dernier point, j'arrête là. Pour le Maroc, la seule alternative, c'est l'Europe dans le cadre maghrébin. Pas dans le cadre marocain, dans un cadre maghrébin. Et donc tous les autres problèmes avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec la Mauritanie ne se posent pas dans une perspective maghrébine. C'est cela pour moi la révolution à laquelle nous devrons travailler pour que, effectivement, on puisse considérer que la Méditerranée est notre destin. Et je vous remercie. Muchas gracias. También nos gustaría saber después si ese camino hacia una integración magrebí
puede tener como modelo los pasos que ya ha tomado la Unión Europea, como sí lo tienen en otros procesos de integración que están teniendo lugar en otras partes del mundo. Pero pasemos ahora a ver las posturas desde dos países de la Unión Europea que están participando muy activamente en la redefinición de las políticas de la Unión hacia el sur de Europa, como son Francia y como son España. Empezamos por Francia con el señor Pascal Belfast. Merci Madame la Présidente. Je voudrais m'associer aux remerciements des autres orateurs pour les organisateurs. Merci à l'ambassade de France, aux autres partenaires. Merci pour l'écran aussi hier d'ailleurs Bruno. Et je me disais que le même colloque il y a quelques mois aurait certainement justifié le rappel de l'ambassadeur de France. Parce que certainement des parlementaires ou des intellectuels se seraient horrifiés qu'un tel colloque puisse avoir lieu. Donc on voit quand même que les choses changent et qu'elles changent dans le bon sens. Que peut et que doit faire l'Europe ? La grande surprise, c'est que le printemps arabe n'a pas demandé l'avis de l'Europe pour bourgeonner, n'a pas attendu les conseils de l'Europe et s'est fait de lui-même. Et que l'Europe a été surprise et est sortie de son rôle qui est généralement de faire de l'injonction, de faire du conseil, de dire ce qu'il faut faire, de commander, de faire de l'ingérence. Là, l'Europe a été prise par de revers et ce printemps arabe s'est fait de façon autonome et donc l'Europe a été prise au dépourvu. Et ce qu'elle doit faire par là-dedans, c'est effectivement essayer d'avoir une sorte d'empathie par rapport à cela, mais oublier ses rêves de dire qu'elle peut impulser, que nécessairement, s'il se passe quelque chose dans le monde, c'est impulsé par le monde occidental. Quelle est la grande tendance structurelle lourde des relations internationales ? C'est la fin du monopole occidental sur la puissance. Et ça, c'est une tendance lourde à laquelle nous ne sommes pas encore habitués, à laquelle nombre de nos compatriotes ne sont pas encore habitués, ce qui explique les erreurs d'interprétation, les erreurs d'analyse qui ont été commises, parce qu'il y a encore trop de responsables politiques, trop d'intellectuels qui pensent que le monde est occidental et que c'est le monde occidental qui commande la manœuvre. Cette période, elle est révolue. Elle n'est pas révolue, il n'y a pas de date. Parce qu'on ne peut pas dater du 9 novembre ou du 11 septembre ce changement. C'est un changement structurel lourd qui est né depuis déjà assez longtemps et qui se continue. Il faut que nous, les Européens, nous les Occidentaux, nous nous habituions à cette tendance. Sinon, nous allons accélérer notre propre destin. Si nous continuons à penser le monde comme en 1914, lorsque le monde était européen, la part relative de l'Europe va encore diminuer plus relativement. Le fait que les autres pays émergent, et pas seulement les BRIC, il y a une 60aine de pays qui sont des pays émergents, n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les anciennes puissances industrielles, pour les pays occidentaux, il faut simplement qu'on s'y adapte. Que peut faire et que doit faire l'Europe ? Déjà être cohérente. Être cohérente. On dit souvent, combien de fois n'a-t-on pas entendu, ils ne partagent pas nos valeurs. Non, ce qu'ils ne partagent pas, c'est l'application sélective de nos valeurs. C'est le fait de dire les choses et les appliquer, de dire la démocratie, de l'amener par la guerre, comme en 2003, ou de demander que la démocratie soit partout au Proche-Orient, et quand un peuple vote, on refuse le vote, comme nous l'avons fait en Palestine en 2006. On ne peut pas prôner la démocratie et exiger que les résultats aillent dans tel ou tel sens, parce que nous pensons qu'il y a des gens qui sont fréquentables et des gens qui ne le sont pas. Et s'il y a eu un printemps arabe, ça a permis au moins un dégel de la pensée européenne. Depuis 10, 20, 30 ans peut-être, dès que l'on prononce le mot islam, les cerveaux se ferment. Tu parlais de Lyotel avait cette formule, quand j'entends les talons claquer, je vois les cerveaux se fermer. En France et dans trop de pays occidentaux, lorsque l'on prononce le mot islam, les cerveaux se ferment. Et on marche par slogan. Quand je pense qu'on a pu, en France, pays censé être cartésien, pays censé avoir fourni les meilleurs intellectuels au monde, développer ce concept creux, stupide d'islamo-fascisme, qui n'a vraiment aucun sens. Il suffit de réfléchir 2 secondes pour montrer l'inanité, le caractère creux de ce concept qui d'ailleurs de temps en temps était remplacé par l'islamo-gauchisme. Il faudrait choisir. Et donc effectivement, cela a été dit, l'islam est pluriel, on l'a enfermé dans une catégorie. Musulmans égale islamistes, islamistes égale radicaux, radicaux égale terroristes. Et sous ce vocable d'islamo-fascisme, on est venu enfermer la pensée, on nous a empêchés de réfléchir. Il y avait le terrorisme d'un côté et le terrorisme intellectuel de l'autre. Les deux se nourrissaient d'ailleurs mutuellement, et pendant des années, il était impossible d'avoir un raisonnement parce que, et François en est un bon exemple, dès que l'on travaillait sur un sujet, on était censé, combien de fois j'ai entendu, il est prisonnier de son sujet. Et donc, vouloir connaître
un phénomène, vouloir connaître une société était déjà suspect. Il était déjà suspect, alors que par contre, marcher par slogan paraissait pour une posture courageuse, noble, fière, etc. Et là, eh bien, au moins, cette période est révolue, parce que ce qui a amené aussi le printemps arabe, c'est quand même la défaite des néoconservateurs, qui nous avaient dit, et un collègue de Bruno avait dit récemment que l'Irak était le laboratoire de la démocratie dans le monde arabe. Eh bien, est-ce qu'il vaut mieux être irakien ou tunisien aujourd'hui? Est-ce qu'il vaut mieux une démocratie qui a été amenée par les B-52 ou une démocratie qui a été prise par le peuple, qui s'est faite de façon autonome? Et donc le fait de dire que le monde arabe était impropre à la démocratie, que la guerre était malheureuse mais nécessaire néanmoins pour les forcer à se moderniser, j'ai entendu aussi hier que la répression était un facteur de modernisation. Je m'en suis étonné quand même, parce que je ne pense pas que ce soit en réprimant que l'on modernise une société et qu'au contraire, on vient plutôt l'enfermer. Et donc, dire que le monde arabe était insensible à la démocratie, que la guerre était la seule condition de pouvoir le faire, eh bien, ceci a été prouvé inexact par les événements. Bien sûr, il n'y a pas une théorie des dominos. Tous les régimes arabes ne vont pas tomber. On fait une fausse analogie avec ce qui s'est passé en Europe de l'Est en 89, parce que là, il y avait un facteur unique, la mainmise soviétique, et les différents pays arabes vont à des rythmes différents. Là aussi, il y a une facilité à mettre tout le monde dans un même bloc, le Maghreb, les pays arabes, et comme si tout allait. Mais l'autre grande erreur d'analyse par rapport à l'islam, c'est dire, ah, mais dès que l'islam est présent, c'est la dictature. Et donc les islamistes participent aux élections, et ensuite ils établissent une dictature. Une fois encore, on réfléchit aux effets, jamais aux causes. Et ceci est par analogie avec ce qui s'est passé en Iran, où effectivement, la jeune démocratie iranienne, après avoir renversé le Shah, est devenue une dictature. On oublie toujours pourquoi le régime des ayatollahs a pu s'établir et a pu durer et a pu établir cette répression. C'est qu'il y avait quand même l'Irak, avec le soutien des pays occidentaux et avec le soutien des pays arabes, lui a fait la guerre. Lorsque les Français ont fait leur révolution et que la patrie était en danger, on a fait la terreur. Et donc instaurer un régime répressif est toujours plus facile et toujours en fait le résultat d'un pays qui est menacé. Et d'ailleurs pourquoi il y a eu ce printemps arabe et qu'en 2009 l'Iran n'a pas pu réussir sa révolution, c'est que la menace extérieure a été instrumentalisée, mais elle existe en même temps pour que le sentiment patriotique l'emporte sur le sentiment de liberté, etc. Et d'ailleurs, je note qu'au tout départ, qu'ont fait Ben Ali, qu'ont fait Moubarak, ils ont dit attention, il y a une menace extérieure et donc il faut rester auprès du régime. À chaque fois, c'est par la menace extérieure que l'on essaye de justifier la répression. Alors l'Europe doit être cohérente, bien sûr, et là, je dois dire qu'en termes d'immigration, le message qui est envoyé n'est pas le bon. On ne peut pas se réjouir du printemps arabe et dire ah, attention, il y a plein de Tunisiens qui sont à 20 000. Et 20 000 Tunisiens sur l'espace Schengen, ça fait quoi? On ne peut pas les répartir? On peut pas? Est-ce que c'est... Bien sûr, oui. Rocard avait raison lorsqu'il disait que la France, l'Europe, ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais il ajoutait, elle doit contribuer à sa résolution, partie de la phrase qui est toujours oubliée. Bien sûr, la France ne peut pas, et ni l'Europe, être une terre entièrement ouverte à l'immigration. Mais marteler comme message principal, pour des raisons de politique intérieure, que c'est horrible parce qu'il va y avoir un déferlement est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux et qui fait que ce que l'on gagne d'un côté par le discours, effectivement, je rejoins François Burka, le discours remarquable d'Alain Juppé il y a 15 jours, eh bien on le perd en envoyant, il y a quand même des messages contradictoires. On ne peut pas se réjouir de la révolution et dire que le fait que les portes s'ouvrent est quelque chose de terrible. Imaginons qu'après les révolutions en Europe de l'Est, on ait dit « Oh là, c'est un drame, on va avoir plein de Polonais, pas tous plombiers, et plein de Tchécoslovaques qui vont nous envahir. » Quelques-uns l'ont dit, ça va être très militaire. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que dans toute l'Europe, on parle de populisme. Soyons clairs, c'est l'extrême droite. Ce n'est pas du populisme. C'est l'extrême droite qui se développe avec de nouveaux habits, puisque l'antisémitisme d'hier a laissé la place à l'islamophobie, l'anti-musulman d'aujourd'hui. Marine Le Pen entend d'ailleurs le bon exemple de cela. Qu'on dit elle est différente de son père, c'est la même, sauf qu'ils ont changé d'adversaire. Et que, sous couvert de laïcité, le terme de laïcité a été trop souvent employé pour développer des sentiments racistes, mais sous un jour présentable, sous un jour sur lequel il est noble d'être laïque et, bien sûr, être raciste, non. Pour moi, la laïcité, ce n'est pas l'agressivité par rapport aux autres religions. Je suis personnellement agnostique, je respecte les chrétiens, les musulmans, et je n'ai pas une vision de la laïcité comme étant l'hostilité aux autres.
Et donc il faut vraiment que l'on change nos regards sur cela, il faut que l'on change nos regards sur l'islam et que l'on accepte, comme c'était fait aujourd'hui, comme c'était fait il y a 15 jours, comme c'était interdit, ne fût-ce que d'y songer il y a quelques mois, oui, de discuter avec des gens qui ne sont pas comme nous. Parce que, est-ce que s'il y a des mouvements musulmans très divers, et l'islam est pluriel, ça a été dit, je n'y reviens pas, les mouvements musulmans ne peuvent pas être réduits à une seule catégorie, mais en tous les cas, que faire? Est-ce que l'on pense vraiment que c'est par la répression, et la seule répression, que si on n'est pas d'accord avec eux, on va s'en débarrasser? Dans quel pays la répression a fait éteindre un mouvement qui a ses racines aussi profondes dans un peuple? Jamais, nulle part. Au contraire, la répression ne fait que développer et radicaliser. Et donc c'est une politique qui se nourrit de son échec, parce que vous prenez un musulman, vous le réprimez, vous en faites finalement, vous allez créer du radicalisme, et ensuite vous allez dire, attention, il y a des radicaux. Donc vous voyez qu'on a raison de réprimer, et la répression se nourrit d'elle-même, c'est une politique qui se nourrit de son échec. Et un mot en fait, si l'Europe doit faire quelque chose, en septembre, qu'elle soit un peu cohérente, effectivement, et qu'elle reconnaisse l'État palestinien pour montrer que sur la démocratie, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on n'a pas là non plus une vision partielle et qu'on ne s'interdit pas des choses qui sont contraires aux valeurs que l'on dit vouloir promouvoir par ailleurs. El señor Bonifaz nos ha puesto encima de la mesa algunos de los temas que están más en debate en Francia. Nos gustaría también tener la visión desde España, como decíamos antes, uno de los lugares más involucrados, uno de los países más involucrados en esta nueva política euromediterránea. Gracias al señor Aristegui, que nos va a hablar un poco sobre esto. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Embajada de Francia, a Casa Árabe, por la organización de este seminario fundamental. Hemos escuchado ponencias muy brillantes y muy profundas que nos van a dar mucho que pensar a todos los presentes. Desde luego yo he tomado muchas notas. Estamos todos anclando nuestras intervenciones desde nuestro punto de vista. Yo creo que ese es el que tenemos que hacer. Nadie conoce su pueblo mejor que los propios protagonistas. No vamos a hablarle a los tunecinos de lo que ocurre en Túnez ni a los marroquíes de lo que ocurre en Marruecos. Seríamos perfectamente idiotas. Yo creo que en Europa tenemos una tendencia últimamente al análisis a brocha gorda. Quizá estemos, y lo dice un político, limitados por los totales de televisión y por los cortes de radio, los titulares de prensa. Lo que ocurre en el mundo, yo soy diplomático de carrera, no sé si se ha dicho, pero y la parte más importante de mi carrera, que ha sido relativamente corta respecto de mi carrera política, ha sido en el Oriente Medio, más bien en el Magreb, en Libia y en Jordania, y tanto mi padre como mi abuelo también sirvieron en esa región del mundo. Llevamos 4 generaciones vinculados y mi propia mujer es marroquí, o sea que pueden ustedes imaginar que yo practico el diálogo de civilizaciones en mi casa todos los días. Le quiero decir que los europeos tenemos una tendencia a creer que todo lo que ocurre en todas partes tiene una especie de pautas generales que podemos reducir a unos cuantos puntos para que todos podamos entenderlo. Y para tratar de entender cuestiones extraordinariamente complejas, lo que hacemos es acabar confundiendo al mundo entero, incluso a los protagonistas de esas cosas. Hablamos de los problemas comunes que han azotado a los países que han emprendido algunos una transición muy clara y muy esperanzadora a la democracia, que no va a ser perfecta ni va a ser todo color de rosa. Hay muchos virajes en el camino que son peligrosos y hay muchos enemigos de la democracia agazapados detrás de las esquinas esperando a que se produzcan errores o vacíos de poder que puedan ellos ocupar. Obviamente, la pluralidad de la que se ha hablado, tanto entre musulmanes en general y también las fuerzas islamistas, es algo que se ignora demasiado entre los, no ya medios de comunicación y opinión pública en España, sino incluso entre los analistas. Pero no cabe duda de que también el exceso de optimismo que en algunos análisis estamos viendo en Francia, en Alemania, en España, son también bastante irresponsables. Porque pensar que todo va a terminar perfecto es tanto como creer que la obra humana es sin fallo, y no es así. Los problemas comunes, el desempleo, el subempleo, la falta de perspectivas, la falta de dignidad, esa búsqueda de la dignidad y de la justicia, el hecho de que muchos árabes y muchos musulmanes no árabes hayan visto como el engaño, se hayan sentido engañados porque la promesa de la igualdad que supone ser musulmán haya sido rota
porque no hay igualdad. Es decir, no es verdad. Y justamente una de las reivindicaciones que he visto en Marruecos entre quienes se han manifestado en diferentes partes, pero incluso y sobre todo de quienes no se han manifestado, porque aquí también tenemos una tendencia en Europa a pensar que quienes salen a la calle tienen más razón que quien no sale a la calle. En Marruecos hay una mayoría silenciosa que piensa muchas cosas parecidas a los que han salido a la calle y muchas no. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y una de las reivindicaciones es que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, que no hay dignidad, que eso obviamente rompe la libertad. Nos ponemos ha dicho Pascal Boniface que hay que estudiar las causas y no solamente los efectos. Bueno, yo creo que hay que estudiar las dos cosas. Y en efecto no hay fechas emblemáticas, son procesos que vienen produciéndose desde hace mucho tiempo. Y lo cierto es que cuanto más lejos está el pueblo del momento en que se inicia la tiranía o la dictadura, más libre es para que pueda, sin esa memoria que es un lastre terrible, romper las cadenas con su pasado y sobre todo romper sus cadenas con la resignación, que ha sido uno de los problemas más importantes en muchos de estos pueblos. Yo creo que tenemos que pensar que los europeos también tenemos una tendencia a creer que todo tiene que ocurrir como ocurrió con nosotros. Y sobre todo aquellos que hemos tenido una transición desde una dictadura a una democracia. ¿Cuántas veces hemos oído decir, claro, como los españoles tuvimos una transición, hagamos lo mismo en Túnez, en Egipto o donde sea? No, cada país tiene que buscar su ritmo y su cadencia. Cada pueblo tiene que encontrar cuáles son la adaptación de las instituciones democráticas a su mentalidad, a su idiosincrasia, a sus especificidades. Y obviamente, si pusiéramos un parlamento como el de Westminster en Egipto, seguramente no funcionaría. Y eso que ha habido una influencia británica en Egipto. Si tratáramos de convertir a Túnez en Bélgica, tampoco funcionaría. Tampoco puede ser Marruecos-Francia. Cada país tiene que buscar su camino y tiene que construir sus instituciones. Decía una cosa muy importante Idriss Hrus, que lo importante es la universalidad de los valores. Es que los valores de la democracia, del respeto a los derechos y libertades fundamentales, no son de países ricos y de las democracias más antiguas. Son de todos los seres humanos con independencia de su origen, de su raza, de su sexo, de su religión. El ponernos a delirar en Europa sobre quiénes tienen derecho a una democracia, quiénes pueden o quiénes no pueden evolucionar favorablemente, es uno de los pensamientos más estúpidos y más racistas con los que me he cruzado en la historia. Yo recuerdo ahora las teorías de algunos anglosajones del siglo XIX, espero que no ofendan a nadie con esto, que hablaban de la superioridad de ciertos pueblos sobre otros y justificaban el colonialismo. Pero además decían varias cosas más. Decían, por ejemplo, autores y politólogos a principios del siglo XX que Alemania jamás sería una democracia. Otros decían que el catolicismo era incompatible con la democracia. Y hay otros que dicen hoy, de la misma manera, pero además no estamos hablando de populistas ni de la extrema derecha. Estamos hablando de profesores universitarios, de analistas y de periodistas que en periódicos importantes de Europa dicen que el Islam y la democracia son incompatibles. O que el carácter árabe, porque no todos los árabes son musulmanes, conviene recordarlo, es incompatible. Bueno, ¿dónde está escrito eso? Es que además en Europa hemos comprado una mercancía caduca, averiada, a ciertos dictadores que nos han hecho un intercambio podrido. Yo les doy a ustedes estabilidad y previsibilidad, yo les doy a ustedes seguridad y ustedes a cambio me dan apoyo político, me dan legitimidad, me dan visibilidad y miran a otra parte cuando pisoteo de manera impenitente los derechos y libertades fundamentales. Y la verdad es que hemos comprado ese producto desde hace mucho tiempo. Y como los europeos últimamente hemos hecho esta creación de la política exterior de seguridad común con unos instrumentos insuficientes y con unos protagonistas que yo no creo que están a la altura de las circunstancias, si me lo permiten ustedes, aunque ese sería un debate distinto, hemos estado ausentes de algo que ha ocurrido a muy pocos kilómetros de nuestras costas y de nuestras fronteras, en nuestros vecinos. Hemos estado ausentes de la predicción, del análisis, y hemos estado ausentes también de la amistad, de la empatía, con quienes han sufrido durante mucho tiempo y que han roto las cadenas con la tiranía.
Y ahora resulta que estamos desde la corrección política y cayendo en una nueva forma de neocolonialismo, si me lo permiten ustedes. Y es analizar según nuestros clichés y según nuestras estructuras desde este lado del Mediterráneo todo lo que ocurre desde el otro, o en Oriente Próximo o en el Golfo. Y la verdad es que nosotros deberíamos empezar a respetar la perfecta independencia y autonomía, y lo que tenemos que hacer es acompañar. Yo creo que se ha puesto muchas veces con justicia el ejemplo de las fundaciones políticas alemanas que ayudaron a la clase política española a formarse en la administración de la cosa democrática. Yo creo que nosotros podemos acompañar a las nuevas élites políticas y a las administraciones que surjan democráticas a tratar de construir unas instituciones democráticas sólidas, adaptadas a sus pueblos, pero a su petición y no con nuestras reglas, sino con las suyas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aristegui. El señor Bernardino León nos va a ofrecer las palabras de clausura de este encuentro, así que vamos a tener ahora unos minutos para el debate con las preguntas que nos han pasado, con las que lleguen y con las que vayan surgiendo de la conversación. Y yo quisiera empezar desde esta posición privilegiada preguntándoles por algo que se ha tocado muy tangencialmente, que es el efecto que la primavera árabe está teniendo en la propia evolución, desarrollo de la Unión Europea en algunos de sus aspectos críticos. Para empezar, la creación de una auténtica política exterior única, el desarrollo del Servicio Europeo Exterior. Se han mencionado las posturas de países como Francia, pero se ha creado el debate entre el liderazgo dentro de la propia Unión, entre Francia, la postura que ha tomado Alemania, por ejemplo. Me gustaría que contestaran algunas de estas cuestiones, aunque sea de una manera rápida. El señor Claret sí apuntó algunas de las posibilidades que tenía la Unión Europea en su actuación. A lo mejor podríamos empezar profundizando un poco más. Sí, muy brevemente. A mí me parece que la situación demanda actuar tanto en el plano unilateral como en el multilateral. Y eso es una primera decisión que la Unión Europea tiene que adoptar y que cada uno de los países de la Unión Europea tiene que adoptar, ¿no? Y me parece, aprovecho ese segundo brevísimo turno, para decir que me parece que España tiene ahí muchas cartas en la mano. La institución a la que pertenece la moderadora, FRIDE, acaba de publicar un par de documentos interesantes sobre el papel de España, que vienen a decir que hay ahora una nueva oportunidad para la Unión Europea como tal y para España en particular. Comprendo, evidentemente, que España está en una situación difícil por razones que todos sabemos, pero es cierto que si están cambiando las percepciones, como decíamos, si hay ahora unos países a los que lanzar un cable para desarrollar un proyecto con esa condicionalidad positiva a la que yo me refería antes, yo creo que España ahí tiene un reto enorme, ¿no? España no tiene que hacer solo seguidismo de otros países europeos. España tiene que tener sus propias ideas. España tiene una gran experiencia. Los diplomáticos españoles tienen una gran experiencia en esta área. Y yo creo que España tiene que aportar ideas para la situación en la que se encuentra la Unión por el Mediterráneo. Me parece que esa es la cuestión clave hoy en día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer con la Unión por el Mediterráneo? Esa idea de la reformulación a la que se ha apuntado el propio presidente Sarkozy, uno de sus creadores. Es decir, yo me atrevería casi aquí a transformar eso en una pregunta. Lo siento por don Bernardino León, pero una pregunta sobre cuál es la posición española en estos momentos en relación a la Unión por el Mediterráneo. ¿España siente que es el momento para volverse a involucrar plenamente en un relanzamiento de la UPM que tiene que tener probablemente una arquitectura y unos objetivos distintos a los que tenía antes de las revoluciones árabes? Gracias. Continuando un poco con estos temas, el señor Bonifaz ha mencionado que todas las revueltas dejan de manifiesto el fin del monopolio occidental del poder.
Yo quería preguntarle también si todas las críticas que se están haciendo se han hecho a la Unión Europea por la tardanza en responder, por las dudas, por luego los debates internos una vez que se adopta una decisión, ¿son muestras de un posible declive de Europa? Non, je ne pense pas que ce retard soit dû à un déclin de l'Europe. Il est dû à une myopie intellectuelle, une myopie stratégique qui fait qu'on ne voulait pas voir, on était aveuglé et que, au nom de la lutte contre l'islamisme, on soutenait des dictatures, comme d'ailleurs dans une autre période des relations internationales, au nom de la lutte contre le communisme, on défendait Pinochet, Mobutu, le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Or, on a bien vu dans le passé que c'est certainement pas ni Pinochet, ni Mobutu, ni le régime de l'apartheid qui a fait tomber le communisme, mais Gorbatchev, la transparence, l'ost politique, et donc le contact, le dialogue. Et on recommençait les mêmes erreurs de réorientation déjà, de substituer islamisme à communisme, en faisant un bloc identique comme on faisait du communisme, et en s'alliant avec des régimes qui n'avaient rien à voir avec nos valeurs pour lutter contre un ennemi en grande partie grossi et en grande partie que l'on avait nourri nous-mêmes par notre politique. Donc je crois que c'est délié. Il y a cette tendance structurelle au déclin relatif du monde occidental, mais là c'était vraiment un aveuglement volontaire, politique, et le printemps arabe a été un réveil, un wake-up call, un réveil vraiment pour les Européens et Occidentaux qui s'endormaient dans une sorte de fantasme stratégique confortable parce que on commençait pendant environ 10 ans, nos catégories mentales majeures étaient le bien, le mal, eux et nous, comme dans d'autres périodes de l'histoire. Et bien sûr, on ne peut jamais réfléchir au monde dans sa complexité, dans sa diversité, quand on réfléchit en catégories binaires, le bien, le mal. Hay dos preguntas que vienen del público que van en la misma dirección, pero hechas a personas diferentes. Voy a poner la pregunta y luego voy a decir, está claro a quién va orientada. ¿Está la Unión Europea preparada para tener como interlocutores a movimientos, partidos islamistas en el mundo árabe? Creo que el señor Burkhardt nos debe contestar por la parte europea francesa, pero hay una específica dirigida también en el caso de España. Si sigue creyendo que los fantasmas del islamismo en la opinión pública van a afectar el desarrollo de nuestra reacción ante las revueltas. Empezamos, si les parece, por Francia, seguimos por España. Merci. Il me semble avoir répondu que, en tout cas, du point de vue français, j'avais écouté avec le mot m'a manqué, avec une infinie fierté. J'ai dit d'ailleurs publiquement, c'est la première fois que mon identité de chercheur se réconcilie avec mon identité administrative de fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. J'ai entendu avec une infinie fierté Alain Juppé, il y a 15 jours, dire que oui, il fallait que nous fassions l'effort intellectuel qui allait nous permettre non pas de nous soumettre ou d'acheter tout ce que veut dire l'autre, mais d'être capable de l'avoir dans la même pièce. Je vous rappelle quand même que moi, il se trouve que j'ai un passeport bleu diplomatique. L'autre jour, j'étais à Qatar. Mon téléphone a sonné quand je suis arrivé. On m'a rappelé, je ne vais pas entrer dans les détails, que je n'étais pas supposé serrer la main à un des participants de la conférence parce que les diplomates français n'ont pas le droit de serrer la main d'un membre du mouvement Hamas. Cette frontière n'a pas encore été franchie. Nous ne parlons toujours pas aux vainqueurs des urnes de 2006 en Palestine. Mais nous sommes prêts, c'est une parole officielle du ministre, il semble que la diplomatie française soit désormais prête à échanger. Et le ministre a eu des paroles très familières. Un de ses interlocuteurs islamistes dans la salle a dit « Nous allons vous surprendre ». Et le ministre a dit « Chiche, surprenez-nous ». Venez, nous allons parler de ce que représente pour vous et pour nous la notion de laïcité. Et je dois dire que cette atmosphère était assez réconfortante. Donc de ce point de vue-là, il me semble, oui, que la diplomatie française, même si encore une fois, les signaux qui sont adressés sont très paradoxaux, parce qu'à l'intérieur du territoire français, on a des signaux un petit peu crispés dans notre relation avec la religion musulmane d'une façon générale. Mais s'agissant de la politique arabe de la France dans l'Europe, il semblerait qu'une étape ait été franchie. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho por quienes me han precedido en el uso de la palabra respecto del temor
que despierta en Europa en general el desconocimiento profundo hacia el Islam. Es verdad. Yo mismo escribí un libro hace bastantes años ya que llevaba por título El islamismo contra el Islam. Y también trataba de explicar que la primera víctima del radicalismo son los musulmanes en general, la aplastante mayoría de los musulmanes moderados. Pero hay que negarse a decir musulmán moderado, porque es que parece como si hubiese otros que no lo son. Es decir, los radicales, los extremistas, también tienen grados, ¿no? Y desde luego los movimientos islamistas también tienen diferencias ideológicas profundas. Yo creo que hay unas reglas muy claras que tienen que poner los propios países que se conviertan en democracias sólidas, que son el pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales, el respeto a los principios básicos de cualquier democracia, de separación de poderes, de pluralismo, de tolerancia y de alternancia. Y obviamente no utilizar la democracia para llegar e instalarse en el poder y no marcharse nunca más. Y después, si los votos de las personas les dan el poder, de acuerdo. Pero hay que recordar que para que una democracia sea democracia no basta con convocar al pueblo cada 4 años a la democracia. He dicho algunos de esos principios, pero es que es muy importante tenerlo en cuenta. La separación de poderes implica una justicia independiente. El principio de igualdad entre todos también es un principio de la democracia. Esos son los límites muy claros. Y obviamente el de la violencia y el del terror. Quienes apoyen la violencia y el terror, y no podemos entrar en la dinámica, que me parece que es un discurso tan viciado como todos los demás que todos hemos denunciado a lo largo de esta mañana aquí, el decir que la violencia es consecuencia de una previa violencia o de una previa injusticia. Hay que juzgar, por decir lo que decía Pascal Bonifaz, las consecuencias de la violencia son condenables. Igual que está el temor al islamismo, se ha mencionado aquí antes el temor que hay en Europa a una llegada masiva de inmigrantes, que en parte se está produciendo por los ataques que está habiendo en Libia, etcétera. ¿Cómo se ve desde Marruecos? ¿Cuál es la postura que deben tomar los países del sur del Mediterráneo para hablar con la Unión Europea y tratar de manejar este problema que es conjunto? No es un problema, es una cuestión que nos afecta a todos y que hay que tratar conjuntamente. Je voudrais peut-être une petite remarque sur l'islam qui est souvent diabolisé, mais je vais passer pour répondre à votre question. Souvent, nous avons tendance à croire que seuls les mouvements Takfir ou les Hijra ou les djihadistes sont les seuls qui menacent la démocratie ou ont instrumentalisé l'islam. N'oublions pas que dans la quasi-totalité des pays dont nous parlons, ce sont d'abord les dirigeants qui ont instrumentalisé l'islam. Et donc, ce que nous défendons dans la démocratie, c'est de libérer l'islam de la instrumentalisation, quelle qu'elle soit, et que l'islam soit respecté comme une croyance, comme une religion, qui a le droit d'évoluer comme ont évolué toutes les religions. Ce n'est pas l'islam qui est bloqué, c'est le politique qui a bloqué l'islam depuis des siècles. Par rapport à votre question, il y a deux niveaux de réponse. Le premier, l'Union européenne est liée aux pays du Sud par des accords. Avec le Maroc, le statut avancé. Si l'Europe voulait, et le Maroc voulait, appliquer les clauses de l'accord, un accord c'est un contrat volontairement conclu dans lequel les deux parties s'engagent à respecter. Alors respectons les clauses du statut avancé. Qu'est-ce qu'elles disent? Le rapprochement des économies, le co-développement, le développement d'un marché commun et la convergence des acquis communautaires. Et le Maroc a signé pour que la justice, pour que les institutions aillent progressivement pour se rapprocher le plus possible de ce qui se passe en Europe. Ce n'est pas l'Europe qui a imposé au Maroc, c'est le Maroc qui a accepté. Cela doit être accompagné par des moyens financiers, par des moyens économiques et par aussi aider des pays comme le Maroc, comme l'Égypte, comme la Tunisie et d'autres à atteindre ce qu'on appelle aujourd'hui les effets de la transition démographique. En quoi ça consiste? Aujourd'hui, 54% de la population marocaine a moins de 32 ans. 54%. 42% en moins de 24 ans. Ça veut dire que pendant 20 ans, le Maroc aura un grave problème d'arrivée de 220 000 nouveaux demandeurs d'emploi sur le marché, pendant que l'économie marocaine n'en crée que 130 000.
Ça veut dire que chaque année, au Maroc, il y a plus de 120 000 chômeurs, plus un stock qui existe depuis 10 ans de 170 000. Le Maroc ne peut pas s'en sortir tout seul. Si effectivement, pendant 20 ans, l'Europe n'aide pas le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, parce que dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? La pyramide s'inverse. 60% des Marocains auront plus de 50 ans. Et si nous continuons, nous allons atteindre... Vous savez qu'aujourd'hui, en France, il naît plus d'enfants qu'au Maroc pour une maman. Aujourd'hui. Au Maroc, 1,9 enfants pour une femme. En France, la tendance, 2,1. Il y a 20 ans au Maroc, c'était 3,6. Et ça, l'Europe ne veut pas le connaître, mais beaucoup de Marocains ne le monnaient pas en termes de négociation. Qu'est-ce que c'est qu'un accord? C'est une négociation pour des intérêts mutuellement partagés et mutuellement compris. Nous avons besoin de l'Europe et l'Europe a besoin de nous. Nous sommes contre l'immigration clandestine, bien entendu. Mais nous voulons, que les immigrés marocains, ils sont espagnols, c'est leur droit le plus absolu. Moi, je suis contre ceux qui veulent instrumentaliser les Marocains. Il est espagnol depuis 30 ans, on dit il est marocain. Il est espagnol, il est marocain. Mais il a le droit d'être espagnol sans être marocain. Mais en même temps, parce qu'il a une culture marocaine, il doit être respecté en Espagne. Charge à lui de respecter les institutions et les lois espagnoles. Deuxième élément, effectivement, il ne peut pas y avoir de développement sans lutte contre l'alphabétisme, sans développement social de l'infrastructure, mais aussi cette création d'emplois. Au Maroc, cela commence à se faire. En Tunisie, ça commence à se faire depuis, en gros, la fin des années 90. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas normal qu'à partir de 1988, les pays, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, avaient reçu 34 à 38 $ par habitant de financement européen. Les pays du Sud, le Maroc, la Tunisie, n'en reçoivent que 6 depuis 1995. 6,36. 6 fois 6 égale 36. C'est énorme. Je ne dis pas qu'il faut donner de l'argent. Je veux dire qu'il faut un co-développement parce qu'on ne peut pas passer dans les pays du Sud d'une économie agricole, traditionnelle, paysanne, dans des sociétés bloquées, vers des sociétés qui peuvent tout de suite concurrencer l'entreprise européenne. Et on nous parle de la compétitivité, de l'efficacité, des slogans qui ne veulent rien dire. Comment peut-on être efficace et compétitif quand on n'a pas de culture d'entreprise? Une culture d'entreprise, elle ne se décrète pas. Ce n'est pas une pluie qui tombe, ce n'est pas un décret qui est signé. C'est une culture qui se développe. Comment peut-on créer des mécanismes communs pour que dans les pays du Sud se développe cette culture que nous avons choisie? Ce n'est pas l'Europe qui a imposé. Nous avons choisi. Mais si nous avons choisi, il y a, comme pour tout problème, des périodes de transition. Nous parlons de l'Europe, comment de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, comment ils étaient avant 1975, comment le Portugal était avant la révolution des œillets. La Grèce aujourd'hui. Par conséquent, si nous voulons un avenir commun, il faudrait qu'il y ait dans cet avenir commun des instruments qui peuvent aider tout le monde à travailler plus, pour travailler mieux, pour se développer plus. Il ne s'agit pas de donner de la charité, mais de donner à des sociétés qui ont les compétences, le moyen d'aller plus vite, d'aller plus loin pour un meilleur commun. Sinon, il n'y a pas que l'immigration qui va poser problème. Il y a la culture du cannabis, il y a la drogue. Je n'ai pas de tabou, moi je peux parler de tout. Parce que tout, effectivement, est un problème de négociation et un problème de déblocage des sociétés pour aller plus loin. On ne peut pas lutter contre le cannabis quand on permet à un paysan d'avoir 300 dirhams, 30 € par an, là où il pouvait avoir 3 000 €. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi un paysan qui cultive du cannabis va-t-il accepter de descendre d'un revenu de 3 000 € à un revenu de 30 €? Pourquoi il va le faire en tant qu'individu? Donc il est absolument du devoir de ce partenariat dans lequel nous sommes, Union pour la Méditerranée, statut avancé, Maroc et Union européenne, de créer les instruments pour qu'il y ait effectivement ce qu'on appelle, et je n'invente rien, ce décollage. Merci. Hay varias preguntas más, pero no tenemos más tiempo. Solo quiero lanzar una. Siendo el día que es y habiendo pasado y lo que ha pasado antes de darle la palabra al señor León, nos preguntan desde el público cómo puede aprovechar la Unión Europea la primavera árabe para intervenir de alguna manera en el conflicto de Israel y Palestina, teniendo en cuenta que hoy han firmado por fin Hamas
y Fatah su acuerdo. ¿Cómo puede intervenir la Unión Europea? ¿Y va a cambiar la Unión Europea su postura ante Hamas? No está dirigida a nadie en particular. Quien quiera contestar, por favor. Alors, certains ont dit que le printemps arabe montrait que la question palestinienne n'était pas centrale parce qu'en Tunisie, en Égypte, les gens se révoltaient pas pour la Palestine mais pour eux, ce qui me paraît tout à fait normal. Mais dire que le printemps arabe a mis de côté la question palestinienne, qu'elle ne reste pas centrale, Glucksmann a écrit un article là-dessus, il faut vraiment n'avoir jamais mis les pieds dans un seul pays arabe pour penser que la question palestinienne n'est pas centrale pour l'ensemble des peuples arabes. Alors, dans un premier temps, effectivement, on s'est dit que ça va mettre de côté. Je crois qu'au contraire, ça va faire avancer les choses parce qu'il serait quand même pour le moins curieux que la démocratie se développe partout dans le monde arabe et qu'il y ait une sorte de coin isolé qui échappe à ce mouvement qui serait la Palestine. Et donc cela met un peu plus, en fait, je pense, les Européens devant leurs contradictions. Ça met un peu plus les Européens devant leurs contradictions parce que nous sommes remplis de contradictions par rapport à la question palestinienne. Il y a un accord général pour dire qu'il faudrait une solution à 2 États et il y a une sorte d'accord tacite pour dire mais si ça ne se fait pas, on ne fait rien. Jamais on n'a vu un conflit qui se résolvait s'il n'y a pas de pression sur les protagonistes. Or, nous avons renoncé à toute pression sur Israël. Le Kosovo, on a vu l'indépendance du Kosovo 10 ans après la guerre alors qu'on n'a jamais mis en doute la souveraineté de la Yougoslavie sur le Kosovo. 60 ans après, alors qu'on n'a jamais reconnu la souveraineté d'Israël sur les territoires occupés, il n'y a toujours pas l'État palestinien. Alors qu'il y a une demande dans les opinions publiques européennes ont changé d'attitude là-dessus. Donc espérons que les Européens soient un peu plus cohérents, que les gouvernements européens soient un peu plus cohérents, mais ça dépend d'eux là vraiment, parce que pour l'instant, ils ont fait vraiment l'impasse sur une réflexion approfondie. Il y a des positions de principe qui ne sont pas suivies des faits. Sí, solo un apunte complementario visto desde el sur, ¿no? desde Egipto. A mí me parece que sabemos que todo proceso de democratización supone la emergencia de la opinión pública como un factor determinante de la política de los países, ¿no? Y esto para mí va a ser un elemento determinante de lo que vaya a ocurrir también en relación al tema palestino. Imaginemos por un momento que ahora volviera a suceder lo que sucedió en Gaza hace ahora 2 años. La situación en Egipto o en Túnez no sería la misma de la que fue, ¿eh? Tendríamos en Tahrir, no hay ninguna duda, el millón de personas que ocupan Tahrir volverían a ocupar Tahrir, ¿no? Y a mí me parece que ese factor del protagonismo de la opinión pública, que es propio de una democracia, va a pesar mucho, mucho en las políticas relacionadas con Oriente Medio, va a pesar sobre la política europea, va a pesar sobre las políticas de los nuevos regímenes democráticos árabes y debe pesar también, no sé en qué sentido, sobre la política de Israel. Muchas gracias. No sé si alguno quiere añadir algo más. Pues si no, tiene la palabra el secretario general de Presidencia, Bernardino León. Muchas gracias a todos los ponentes. Querido embajador, embajadores, autoridades, amigas y amigos, me han pedido que haga una intervención de clausura centrada en los temas que se han tratado en el último debate. Voy a tratar de hacerlo de manera telegráfica. Es tarde y seguro que todos me lo agradecerán. No quiero comenzar sin destacar que me parece enormemente importante, enormemente oportuno que se haya convocado este encuentro, este debate. Creo que es una gran oportunidad para todos. Han acudido personas de altísimo nivel y, por tanto, Casa Árabe, Instituto Francés, Embajada de Francia, muchas gracias. Muy telegráficamente, como decía, ¿qué debe hacer la Unión Europea? Y además de referirme a este tema también contestaré algunas de las preguntas que se me planteaba a lo largo del debate. Yo creo que, en primer lugar, tiene que tratar esta cuestión tratando de respetar y de comprender qué es lo que está ocurriendo. En segundo lugar, lo decía Pascal Boniface, tiene que actuar con coherencia. Y, en tercer lugar, tiene, y eso es algo que a veces cuesta en la Unión Europea, tiene que tener una política y una acción decidida. Una acción decidida hacia adentro,
en la propia renovación de las estructuras y de las políticas europeas y hacia afuera, hacia la región. Ninguno de estos tres puntos ofrecen respuestas fáciles. El respeto, la comprensión parten de un presupuesto histórico muy complejo. Quienes me conocen saben de mi amistad y mi admiración por Edward Said. Yo comparto plenamente su teoría, su visión sobre el orientalismo, sobre cómo los occidentales hemos de alguna forma creado un discurso, como lo plantearía Foucault, de lo que ocurre en estos países, de manera que nos negamos a ver su realidad, insistiendo en que la realidad de estos países, la imagen de estos países, es nuestra propia percepción sobre los mismos. Y esto, en el caso de la Unión Europea y de la relación de la Unión Europea con el mundo árabe, es muy obvio. Está llena de malentendidos. Es difícil a veces encontrar una palabra que tenga el mismo sentido tal cual la entendemos en la política interna europea y en nuestra relación con el mundo árabe. Hay muchos ejemplos. En los años 70, crisis energética y surge el diálogo euroárabe. Pero todos los que conocen bien la historia saben perfectamente que aquello de diálogo como lo entendemos en Europa, tenía muy poco. Después vino el proceso de Barcelona, pero proceso que quiere decir algo que va en una determinada dirección, proceso que se quedó en proceso, es decir, no se marcó un destino, no se marcó un objetivo claro. Nosotros, occidentales, que siempre tenemos o pretendemos tener ideas claras y pragmáticas respecto hacia dónde queremos ir, hacia dónde se orientan nuestras políticas, no fuimos capaces de hacerlo en ese momento, por no hablar de la Unión para el Mediterráneo, proceso que sigue siendo actualmente nuestro marco de relación con estos países. Hasta donde yo lo entiendo, la idea de unión, que está incluso incorporada en la idea de Unión Europea, tiene muy poco que ver con lo que son contenidos más bien tecnocráticos, programas más bien tecnocráticos que forman parte de esa idea de la Unión por el Mediterráneo. El libre comercio, la libertad, todas esas ideas o políticas que se han ido aplicando a lo largo de la historia de la Unión Europea, pero que cuando se aplican a este mundo al mundo árabe, al mundo mediterráneo, tienen unas limitaciones muy claras, como es, por ejemplo, hablar de libre circulación de mercancías, que tampoco existe, por cierto, pero con enormes limitaciones cuando se trata de la libre circulación de personas. Por tanto, ese malentendido es ya un punto de partida muy importante en este proceso. Y además, nos hemos empeñado en tratar en nuestra relación con el mundo árabe los síntomas o los principales aspectos problemáticos, como puedan ser la emigración, como pueda ser la seguridad, el terrorismo, como pueda ser la energía, en convertirlas en el centro de esa relación. Nuestra relación tiene que ser mucho más profunda, tiene que ser una relación con gobiernos, con países, con sociedades, pero no puede estar marcada por esos problemas que, insisto, son síntomas, son consecuencias de unas realidades más profundas, que son aquellas que deben marcar la pauta, que deben ser el marco de esa relación de fondo. No ocurre esto que parece natural en Europa, no ocurre en otras partes del mundo. Pensemos en Estados Unidos, donde el norte y el sur, con todas las diferencias, ha sabido mantener un rumbo diferente, y hoy no es concebible un presidente de Estados Unidos que no tenga una relación especial con la comunidad hispana de ese país, que no sea capaz de dirigirse a ellos incluso utilizando su propio idioma. Aquí eso es inconcebible. Es inconcebible un
político, un primer ministro, un presidente europeo, con la importancia y el peso que tienen las comunidades árabes en muchos de nuestros países, que sea capaz de dirigirse a esas comunidades de esa misma manera, con esa naturalidad con la que sería casi obligado que empezáramos a pensar desde la óptica, desde la política en Europa. Partimos de un presupuesto muy complejo, de una sociedad árabe que se encuentra consigo misma, que recupera la fe en sí misma, frente a una Europa que se encuentra en crisis, y en una crisis de identidad profunda. Hay un libro, yo estoy seguro que en estas jornadas, en este encuentro, se ha citado porque se hace con mucha frecuencia, el libro de Samir Kassir, Considérations sur la malheur arabe. Es un libro, yo lo compré pocos días antes en Beirut, pocos días antes de su asesinato en 2005, un libro que comienza diciendo «Il ne fait pas bon être arabe de nos jours», y un libro en el que se dice «L'impuissance, incontestablement, est l'emblème du malheur arabe aujourd'hui. Impuissance à être ce qu'on pense devoir être. Impuissance à agir pour affirmer votre volonté d'être. Ne serait-ce que comme impossibilité face à l'autre qui vous nie, vous méprise et maintenant de nouveau vous domine». Ese mundo árabe, sobre todo esa juventud árabe a la que se dirigía esencialmente este libro, ahora ha recuperado el orgullo de ser, ya no se siente impotente, y mientras tanto, de alguna forma lo decía Andreu Claret, cuando hablaba de un mundo que se abre y un mundo que se cierra, en Europa empezamos a tener miedo, empezamos a tener complejos, empezamos a sentir que tal vez nuestro proyecto no haya seguido una línea histórica de avanzar siempre, porque en este momento sentimos, con esos cuestionamientos que se hacen del euro, de la integración europea, de si algunos países pueden ser sacados del proyecto europeo, empezamos a pensar que tal vez no vayamos en la dirección adecuada, no estemos siempre en una línea de progreso. El segundo presupuesto, dentro de esa asimetría que existe entre el mundo árabe y la Unión Europea, el segundo presupuesto es el de ya una visión crítica que está muy asentada en estos países. Se ha hecho también alusión a ello a lo largo del debate. Se hablaba de la visión que existía en el mundo árabe de que la Unión Europea era amiga de los enemigos de esas sociedades, y así es. Así que tenemos que hacer un esfuerzo de comprensión y de respeto, y no será fácil. Y para ello tenemos que escuchar, tenemos que esforzarnos en conocer estas sociedades, en conocer estos países, en comprenderlos y hacerlo con humildad. Hace 3 años escribí la introducción de una obra de Edward Said, Cubriendo el Islam, Covering Islam, un análisis de cómo los medios de comunicación tratan la cuestión del mundo árabe, y ahí rebatía algo que es un tópico, algo que se repite con frecuencia y que se ha vuelto a repetir hoy aquí, y es esa idea de que en España somos grandes especialistas en el mundo árabe. Es falso. Y cuando se dice que los diplomáticos españoles son muy buenos conocedores del mundo árabe, es falso. Me he sonreído, he mirado a Gustavo. Pasamos nosotros dos por ser grandes especialistas en el mundo árabe, pero no hablamos árabe. No somos capaces de dirigirnos de algo tan sencillo y tan básico que debería ser el presupuesto esencial para ser un arabista, ser capaz de entender y de hablar la lengua. Así que nos queda mucho camino que recorrer, mucho camino que recorrer. En esa introducción a Covering Islam mencionaba el ejemplo francés, el ejemplo de la Escuela de Lenguas Orientales, donde Colbert ya tuvo la visión hace mucho tiempo de que hacía falta formarnos para entender ese mundo. Probablemente no tenía nada que ver con el enfoque que tenemos que tener hoy día de esa relación, pero ese es un déficit muy importante y es un déficit que existe en España y en general en todos los países europeos. En segundo lugar, también se ha dicho anteriormente, Europa tiene que actuar con coherencia.
Parece fácil decirlo, pero va a ser enormemente difícil. Nos encontramos ante un proceso muy complejo y van a surgir muchas dudas por el camino. Y lo que me preocupa realmente es que la Unión Europea pueda quedarse a medio camino. Ser coherente, insisto, no va a ser nada fácil, pero tenemos para ello que definir cuál es el interés de la Unión Europea, cuál es su objetivo. Recuerdo lo que decía anteriormente del proceso de Barcelona, no hablar de procesos, no, definir un objetivo político muy claro y caminar en esa dirección sin dudar, sabiendo las enormes diferencias que van a existir y la pluralidad de procesos a los que nos vamos a enfrentar, pero tenemos que mantener esa línea y no hacer ese ejercicio tan europeo de las medias tintas, de los medios caminos. Y en tercer lugar, la Unión Europea tiene que tener una actitud decidida, tiene que tener una línea política muy clara y eso también requiere adaptar sus propias estructuras. Habría que hacer un enfoque macro y un enfoque micro. El enfoque macro tendría que ser adaptar, en primer lugar, su propia estructura de funcionamiento, ese nuevo Servicio Exterior Europeo creado por el Tratado de Lisboa, a esa realidad, puesto que ahora mismo no es así, adaptar sus instituciones, hay aquí algunos miembros del Parlamento Europeo, crear dentro de las instituciones europeas espacios de entendimiento, de comprensión, de diálogo, de seguimiento, de acompañamiento de estos procesos. Y también adaptar las grandes políticas europeas, esas que mencionaba anteriormente y que han sido hasta ahora muchas veces la base de nuestra relación con el mundo árabe, la política energética, la política migratoria, la política de seguridad, integrarlas en esa gran política, en esa nueva relación con este mundo, con estas nuevas realidades que se van a dar, que ya se están dando en la región. No se puede decir vamos a apoyar la democracia, vamos a apoyar esos procesos de transición, manteniendo unas políticas concretas en algunos elementos concretos que sean contradictorias. Por tanto, también hay que hacer esa adaptación de las grandes políticas europeas. Y en tercer lugar, adaptar los instrumentos. La Unión Europea cuenta con grandes instrumentos, la política de vecindad, eso que se ha llamado el estatuto avanzado. Esos instrumentos tienen que ser adaptados también a esta realidad. Son demasiado burocráticos, son demasiado, si se me permite utilizar la expresión entre comillas, son demasiado bruselenses. Tienen que ser políticos y tienen que estar adaptados a esa relación política con la región. Pero nos queda un elemento macro que me parece fundamental, y es que los países europeos tienen que dar todo el apoyo a la Unión Europea, a las instituciones europeas, para que puedan desarrollar esa política. Recordemos qué nos ha ocurrido con Libia. Ha surgido la primera crisis grave dentro de este proceso y cada uno ha tirado por su lado. Unos hemos apoyado la intervención, otros no la han apoyado. Dentro de los que estamos participando hay distintos matices. No puede ser. No puede ser. La Unión Europea y los miembros de la Unión Europea son una sola cosa y tienen que ser capaces de actuar con coherencia para los grandes principios, pero también para las situaciones concretas. El enfoque macro no será suficiente. Los europeos somos muy buenos adaptando los grandes discursos, pero luego nos cuesta trabajo descender a lo concreto. Yo quiero recordar la experiencia fascinante que tuvimos muy recientemente cuando con el presidente del gobierno visitamos Túnez. A partir de ese momento ya no valía decir hay que escuchar, no, ya hemos escuchado, porque fue una visita, obviamente nos queda mucho que hacer, nos quedan muchas personas a las que encontrar, a las que escuchar, pero en una larga jornada donde nos encontramos con cerca de 40 personas, actores muy diferentes, de orígenes muy diferentes, sí que pudimos tener la ocasión de tener una idea bastante cabal de qué se quiere. Y se nos plantearon cosas muy concretas, peticiones muy concretas donde se puede prestar un apoyo desde la Unión Europea. Legislación electoral.
apoyo a la consolidación de partidos políticos, ayuda en la reforma de lo que algunos interlocutores llamaron obstáculos en la transición democrática. Esos obstáculos que para algunos eran las fuerzas de policía, para otros eran las fuerzas armadas que había que reformar, la judicatura. Sabemos muy bien en España lo complicado que es lidiar con ese tipo de instituciones. Apoyo para unos medios de comunicación que tienen que ser unos cómplices necesarios del proceso democrático. Apoyo, lo decía Andreu Claret, a la sociedad civil y al refuerzo de la sociedad civil. Diálogo con todos los actores, y me sumo a quienes aquí han defendido que hay que hablar con todos, incluidos los islamistas. Por supuesto que hay límites, hay islamistas e islamistas. Creo que Gustavo Ariztegui ha definido bien cuáles pueden ser los límites de ese diálogo, pero hay que recordar que el AKP turco es ya un interlocutor de la Unión Europea y que países como España defienden que Turquía tiene que ser miembro de la Unión Europea. Lo venimos defendiendo desde hace mucho tiempo desde el Gobierno porque pensamos que será un refuerzo fundamental de la Unión Europea para poder tratar con ese mundo árabe y mucho más después de que se ha iniciado ese proceso, llamamos, de las primaveras árabes. Pero nada de esto, ni esos esfuerzos de comprensión, que podían ser más, casi diría, psicológicos, ni las medidas políticas que podamos tomar, servirán para nada si no somos capaces de actuar también desde Europa en el ámbito económico. La situación económica es gravísima. Decía recientemente Juan Goytisolo, recordaba una frase en la que se decía la situación que se vive en Egipto en este momento puede recordar a la idea de que las dictaduras pueden negar la libertad pero ofrecer unas buenas condiciones de vida, la democracia puede dar la libertad pero complicar las condiciones de vida de un pueblo. La dictadura de Mubarak ni daba libertad ni daba prosperidad. Hoy se corre el riesgo de que la democracia sea percibida para muchos en la región como un sistema que está mermando su prosperidad. Se nos ha dado una conjunción muy compleja en la que hay salida de capitales, en la que hay subida de los precios internacionales de los productos energéticos, de los productos alimenticios, problemas para pagar la deuda de estos países, por supuesto un descenso muy grave del turismo, la llegada de refugiados masiva a Túnez, también a Egipto, como consecuencia de la cuestión libia. ¿Y qué están haciendo en Bruselas? Pues, por ejemplo, se plantean una posible ayuda presupuestaria a estos países y entonces viene el funcionario de turno y dice no, es que no hay un programa con el Fondo Monetario Internacional en Túnez y por tanto no se le puede ayudar. Esto no es de recibo. Hace falta también un enfoque político en nuestro apoyo económico a estos países. Voy a dar 3 o 4 ideas nada más de cosas que creo que la Unión Europea tiene que hacer y tiene que hacer de manera urgente, y así lo estamos diciendo desde el Gobierno español. Tiene que saber dar ayuda presupuestaria, tiene que poderlo hacer, tiene que superar las dificultades burocráticas que puedan existir, ayuda para mejorar la balanza exterior de estos países, tiene que hacer una reducción de deuda. Recordemos cuando se produjo el conflicto de Irak, cómo desde el Reino Unido, desde Estados Unidos, se lanzó una campaña de reducción de deuda. Ahora hay que hacerlo, porque tanto Egipto como Túnez tienen problemas serios en ese sentido. Tenemos que dar apoyo a los bancos centrales de estos países, tenemos que hacer un plan ambicioso con ellos de infraestructuras. De hecho, los planes existen en la mayoría de los casos, lo que hay que hacer es saberlos acompañar, saberlos transformar en realidad, apoyar el empleo y particularmente el empleo de los jóvenes, apoyar a las pequeñas y medianas empresas. La Unión Europea podría crear fondos, y así se le ha sugerido desde el Gobierno español, para estos 3 puntos: infraestructuras, empleo, sobre todo empleo juvenil y pymes. Hay que hacer un apoyo a la vida urbana, a
las ciudades que en todos estos países tienen grandes déficits, los ciudadanos ofrecen dificultades enormes en su vida del día a día, y hay que apoyar el sector turístico, que es una fuente fundamental de prosperidad tanto para Egipto como para Túnez y para los demás países de la región. Todos están viendo, después del atentado en Marruecos, existe una gran preocupación también por la previsible caída del turismo en este país. Tenemos que apoyar también la recuperación del turismo y tenemos que hacer programas de seguridad alimentaria, porque también esta es una cuestión importante. Hay que descender a lo concreto. Disculpen que haya sido quizá demasiado preciso, pero es que muchas veces hablamos de estas cosas y luego no nos paramos a reflexionar, a pensar en estos elementos que son fundamentales para que todo esto salga bien. En definitiva, tenemos que saber que tiene que haber un nuevo modelo de relación. Todos los que me han antecedido en el uso de la palabra se han referido de una forma u otra a eso que enunciamos aquí, ese nuevo orden mediterráneo. Y es verdad, hace falta un nuevo orden hecho de sinceridad, hecho de respeto, hecho de comprensión, donde las palabras signifiquen realmente lo que queremos decir con ellas cuando las utilizamos entre nosotros. Si vamos a hablar de una unión por el Mediterráneo, pensemos en un proceso de unión, de integración real. Si vamos a hablar de libertades, que esas libertades sean también reales. Yo creo que en estas jornadas, estos encuentros han sido verdaderamente encuentros, han permitido un diálogo que ha sido fructífero, que ha sido real, con un planteamiento, y hay que felicitar a quienes han estructurado el debate, que no ha sido nada eurocéntrico, ha permitido ir pasando revista a las distintas cuestiones, los orígenes de la primavera árabe, su desarrollo, el papel de la mujer, para dejar para el último debate aquello que es menos importante, que es qué pensamos los europeos sobre estos procesos y qué creemos que tenemos que hacer con estos procesos. Son muchas las preguntas que se han hecho, para algunas se han dado respuestas, para otras no, ha habido acuerdos y desacuerdos, pero desde luego creo que todos estaremos de acuerdo en dos cosas. En la primera, que ese diálogo entre el sur y el norte es posible, debe ser posible y puede ser muy fructífero. Y en segundo lugar, que estos encuentros han sido un éxito y que hay que felicitar por ello a la Embajada de Francia y a la Casa Árabe. Nada más, muchas gracias. El embajador de Francia va a clausurar el encuentro. Muchas gracias. De todos los organizadores, mil gracias a los participantes, al público y a los moderadores. Y quizás dentro de 8 meses otro encuentro de este tipo.